Alors, l'exercice 1, qui est un exercice vraiment classique de calcul, montrer qu'une fonction est de classe C1. Qu'est-ce que vous avez dit? D'abord, on peut dire qu'elle est C1 sur R2 privé de 0, 0. C'est une fraction rationnelle, enfin une fonction usuelle, tout ce qu'on veut. Et, bien entendu, pour les dérivées partielles, il faut commencer par montrer que f, avant qu'elle soit C1 sur R2, il faut montrer qu'elle admet des dérivées partielles sur R2. Donc, vous pouvez dire qu'f admet des dérivées partielles, donc qui est même C1 en tout point différent de 0, 0, et vous pouvez les calculer, pas de problème, vous dérivez par rapport à x, vous dérivez par rapport à y, vous avez dû trouver ça. Ensuite, il faut regarder si les dérivées partielles existent en 0, 0. Donc, c'est un point à problème, un point particulier. Donc, vous avez utilisé les formules, le taux d'accroissement. Donc, vous regardez la limite de f0 plus t moins f de 0, 0 sur t. Là, pas de problème. F de 0t, à partir, donc vu que t est différent de 0, on est ici. Hein, mais comme j'ai déjà y qui vaut 0, ça fait 0. Et f de 0, ça fait 0. Donc ce quotient vaut toujours 0 et donc il tend vers 0. D rond f sur D rond x en 0, 0 existe et vaut 0. Vous avez exactement la même chose pour D rond f sur D rond y en 0, 0. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que f est C1, c'est-à-dire que ces applications dérivées partielles qui existent partout sont continues en 0, 0. Donc il vous reste à regarder de façon continue partout et le seul point à problème c'est 0, 0. Donc il faut regarder, le mieux c'est d'utiliser le changement de variable polaire puisque vous avez des fractions rationnelles. Qu'est-ce que ça a donné? df sur dx, vous avez remplacé donc x par r cosinus θ, y par r sinus θ. Ce qui est important, vous voyez assez vite qu'il va avoir du r puissance 5 et après une fonction bornée, hein, donc ça va faire r fois une fonction en θ bornée qui tend vers 0 quand r tend vers 0. Comprenez bien que r tend vers 0, c'est équivalent à xy tend vers 0, 0. Ça, il faut bien comprendre. Donc on a bien que ça tend vers 0 quand y tend vers 0. Or ce 0, ça vaut d rond f sur d rond x en 0, 0, c'est celui-là. Et donc df sur dx est continu en 0, 0. Et donc sur R2. Vous faites pareil avec y. Il y a encore du r puissance 5. Vous avez exactement la même chose. Donc finalement, les applications dérivées partielles, elles existent en tout point de R2 et sont continues en tout point de R2. F est donc de classe C1. Petite pause. Alors on nous demande à présent de calculer les dérivées d'ordre 2. Bon, je fais ce qu'on me demande. Comme c'est un point à problème, 0, 0, je dois revenir à la définition. Et donc, si je commence, alors j'ai pas commencé par la même, pour regarder, je reviens au taux d'accroissement. Donc je regarde quoi? Attention, si vous voulez, c'est savoir si, j'ai commencé par celui-là moi, celui-ci existe, c'est savoir si df sur dx, cette application, admet une dérivée partielle par rapport à y en 0, 0. Donc je vais regarder le taux d'accroissement de d rond f sur d rond x. Comme je veux regarder sa dérivée par rapport à y, c'est bien la deuxième composante qui bouge. Donc d rond f sur d rond x en 0t moins d rond f sur d rond x en 0, 0 sur t. Celle-là, je viens de la calculer, c'est 0. Et d rond f sur d rond x en 0t, alors, bon, je vais retourner, mais je suis ici, là, et je suis x égale 0 et y égale t. Bah, du coup, là, ça fait 0, mais là, ça fait t5 sur t4. Donc, en fait, ça vaut t5 sur t4, c'est-à-dire t. Donc, je me retrouve avec la limite de t sur t, donc la limite de 1, ça vaut 1. Donc, j'en déduis que d2f sur dy dx en 0, 0 existe et vaut 1. Vous êtes bien d'accord? C'est celui-là que j'ai calculé parce que j'ai calculé la dérivée par rapport à y de la dérivée par rapport à x. Vous faites la même chose pour l'autre dérivée partielle. Donc je vais regarder la limite de d rond f sur d rond y t0 moins d rond f sur dy 0, 0 parce que c'est x qui bouge. Et cette fois-ci, là j'ai 0. Et en fait l'autre il vaut aussi 0 puisque si je suis sur la dérivée par rapport à y, en t0, bah, là ça fait 0 et 0. Donc ça fait tout le temps 0. Et donc cette dérivée partielle, cette d2f sur dxy en 0, 0, existe et vaut 0. Question, est-ce que f est de classe C2? Bien entendu, vous avez remarqué que
les dérivées partielles croisées n'étaient pas égales. Donc par théorème de Schwarz, plus précisément sa contraposée ici, f n'est pas de classe C2. Question en plus, si jamais on avait trouvé, si elles avaient été égales, est-ce qu'on aurait pu conclure que f était de classe C2, à votre avis? Et la réponse est non, bien sûr. Si on avait obtenu l'égalité, on n'aurait pas pu conclure que f est C2, puisque cette égalité est une condition nécessaire. Si f et C2, les dérivées croisées sont égales, on peut très bien imaginer des cas où les dérivées croisées sont égales, mais que f n'est pas C2. Donc il aurait fallu regarder si les dérivées partielles étaient les mêmes de classe C1. Donc, gros calcul. Voilà.